Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ceux qui nous suivent pour cette webconférence Covivio qui a pour titre « Ambitieux, le bureau, de l'atelier au métavers ». Je suis Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio, et pour aborder ce sujet ambitieux et passionnant, je suis accompagné de Céline Léonardi, directrice de la commercialisation et du nouveau pôle Design Expérience Client. Bonjour Céline. Bonjour Philippe. C'est donc de bureaux, de travail, de nouvelles technologies dont nous allons parler pendant cette matinée, pendant cette heure, avec un invité exceptionnel qui a beaucoup réfléchi à ce sujet, et cela sous un angle novateur, original, innovant. Je veux bien sûr parler de notre invité, le paléoanthropologue Pascal Pic. Bonjour Pascal. Bonjour Philippe, bonjour Céline. Alors c'est un grand plaisir Pascal de vous accueillir ce matin pour cette webconférence Covivio sur le sujet du bureau, du travail, voire du métavers. Tout au long de cet entretien, nous nous inspirerons bien sûr de votre réflexion et de la réalité de la production immobilière, notamment celle bien sûr de Covivio, en zoomant en particulier sur cet immeuble emblématique Sopop. De la sorte, on tentera de définir ce que doit être un immeuble de bureau novateur, innovant, adapté aux nouvelles demandes de ses occupants, et puis à la réalité de la production immobilière avec encore une fois cet immeuble Sopop. Mais avant que nous démarrions pour parler travail, nouvelles technologies, ville également, je souhaiterais vous présenter en quelques mots Pascal Pic. Vous êtes donc paléoanthropologue, par ailleurs maître de conférences également au Collège de France. Vous êtes également conférencier et aussi un formidable vulgarisateur sur les sujets des origines, de l'évolution de l'humanité dans la lignée de Darwin, Lamarck notamment. Je n'oublie pas de dire que vous êtes également l'auteur de très nombreux ouvrages, parmi lesquels je cite notamment les plus récents. En 2019, vous avez publié L'intelligence artificielle et les chimpanzés du futur, beau programme, livre dans lequel vous vous demandez si l'humanité est prête à vivre avec d'autres intelligences, notamment l'intelligence artificielle. En 2020, et l'évolution crée à la femme, un livre également qui bouscule les idées reçues sur la place de la femme dans nos sociétés. Et puis, fin 2021, vous explorez le monde du travail et des organisations avec cette révolution darwinienne, ce sont vos termes, que nous vivons depuis que la crise sanitaire a éclaté, il y a exactement 2 années maintenant. Ce livre, le voici, c'est Les chimpanzés et le télétravail vers une évolution ou révolution anthropologique. Alors, je le disais, dans ce livre, vous vous attachez notamment à décrire ce monde du travail en pleine mutation où, dites-vous, ce sont les entreprises qui innovent, ce sont les entreprises qui s'adaptent, qui font preuve d'agilité, qui sont engagées dans des politiques de diversité, qui réussissent et qui s'en sortiront le mieux. Alors si je devais résumer votre thèse, mais vraiment à gros traits, je dirais qu'il vaut mieux être chimpanzé que macaque, on en parlera bien sûr, car le premier s'adapte nettement mieux que le second, notamment à son environnement. Télétravail, nouvelles attentes des salariés, nouvelle façon de concevoir un immeuble de bureau, nouvelle façon de concevoir l'immobilier, sans oublier bien sûr l'évolution des villes. Ce sont tous ces sujets, vous l'avez compris, que nous allons parler ce matin pendant environ 1 heure, en faisant sans cesse le parallèle entre vos propos et puis la réalité, encore une fois, de la production immobilière, notamment celle de Covivio avec l'immeuble Sopop. Un mot sur le déroulé de cette heure de webconférence. Nous allons bien sûr parler des thématiques que j'évoquais. Et puis, nous consacrerons à peu près 15 minutes à la fin aux questions que vous pouvez d'ores et déjà poser en direct. Nous les attendons bien sûr nombreuses. Et puis, pour celles et ceux qui ne peuvent pas assister ce matin à cette conférence, rassurez-vous, vous pourrez la retrouver sur la chaîne YouTube de Covivio dès la fin de la transmission en direct de cette émission. Alors, avant qu'on commence à parler travail, télétravail, lieu de travail, évolution, darwinisme, quelques mots de présentation sur l'immeuble Sopop, avec vous Céline. Sopop, c'est quoi? C'est où? C'est pour qui? C'est quand? Alors déjà, on peut se demander pourquoi Sopop et les chimpanzés. C'est une question qui paraît assez naturelle vu l'entrée en matière, Philippe. C'est que c'est finalement pour Covivio le premier immeuble qu'on livre après le confinement et tout ce qui s'en est suivi. Et c'est donc dans cet immeuble-là qu'on a pu injecter, si je peux dire, le fruit de nos réflexions liées aux mutations du monde dans lequel on vit et surtout les mutations du travail. Donc ça nous paraissait intéressant de
de le présenter à l'aune de tout ce qui se passe côté anthropologie. Donc, basiquement, cet immeuble qui est derrière, que vous pouvez voir là, c'est 30 000 m² qui est situé exactement sur 2 territoires, entre Saint-Ouen et Paris, au pied du métro ligne 14 et connecté aussi par la ligne 13 et le RERC. C'est un immeuble qui sera livré cette année au mois de mai. Ce que je peux dire sur cet immeuble-là, c'est qu'en fait, on a voulu le concevoir comme un immeuble musée. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Alors, on a travaillé avec l'architecte qui est Ludovic Lobjoie, également l'équipe de design Cocorico et les équipes de Covivio. On s'est remonté les manches pour dire qu'est-ce qu'on va faire de cet immeuble et qu'est-ce qui doit être, en fait, dans le monde dans lequel on est désormais. En fait, on a pris le parti de se dire que cet immeuble, il n'y a pas de bureau de demain ou bureau d'aujourd'hui. En fait, il doit accompagner la transition et accompagner l'évolution. Et c'est vrai qu'on avait cette image en permanence de la frise, la fameuse frise darwinienne et de l'évolution. On se disait que cet immeuble, il doit être évolutif maintenant et il doit être dans le temps. Donc pour ça, on a conçu donc comme un musée. Donc c'est comme quand vous allez au Palais de Tokyo. Le Palais de Tokyo, il est toujours identique. Les murs restent les mêmes. Par contre, il y a toute une scénarisation de l'exposition qu'on veut mettre en valeur. Donc en fait, cet immeuble, par les sols, murs, plafonds, sont neutres et intemporels. Et on va scénariser à chaque fois ce qu'on appelle une exposition ou une collection qui va, pour nous, répondre aux attentes des utilisateurs à l'instant T. Donc ça passe aussi par le mobilier. On a travaillé avec l'équipe de Cocorico et de Cider pour développer un meuble qui s'appelle le Tribu et qui est en fait qui est configurable dans plein de positions, aussi bien allongées qu'assises, et qui peut en fait recréer plein de configurations dans les espaces de travail. Voilà. Et après, j'en dis pas plus, mais c'est également aussi le monitoring des usages. En fait, on y reviendra, bien sûr. Alors, on va tout de suite passer au plat de résistance avec le premier thème consacré au travail et une nouvelle façon de travailler. Et Pascal Pic, c'est le cœur véritablement de votre ouvrage, les chimpanzés et le télétravail. Alors, vous décrivez longuement le télétravail et ses impacts, et j'ai relevé notamment cette réflexion. Vous dites, et je vous cite, c'est à la page 114 pour être précis, il y a une ignorance des fondements éthologiques et anthropologiques des groupes humains de la part des théoriciens du travail. Alors, une double question pour commencer. Pour le dire de manière directe, en quoi les humains que nous sommes ont besoin de nous retrouver pour travailler, coopérer, finalement être créatifs? Première question. Et puis, vous introduisez dans votre livre la notion de fusion-fission chez les chimpanzés. Alors, on voit à peu près ce que c'est en physique. Il faut d'abord que vous nous expliquiez en quoi, bien sûr, consiste cette notion de fusion-fission, et puis en quoi cette notion-là a toute son importance lorsqu'on conçoit des immeubles de bureaux. Alors, pourquoi les chimpanzés et le télétravail? Ça peut surprendre, évidemment, parce qu'un philosophe avait dit dans les années 1850, pourquoi les singes ne parlent pas? Parce qu'ils ne veulent pas qu'on les fasse travailler. Bon, j'évoque cette période-là parce qu'elle est importante. C'est les premières réflexions sur le travail avec Marx et Engels. Et c'est intéressant parce qu'on est toujours sur cette ambiguïté aujourd'hui entre le travail qui se polie, c'est Marx, et le travail qui fait que l'homme est créatif, c'est Engels. Et Engels est un des grands fondateurs, en tout cas cofondateur de l'anthropologie. Donc vous voyez, on est au cœur de nos réflexions par rapport à ça. Maintenant, pourquoi les chimpanzés et la fusion-fission? Parce que les chimpanzés, c'est l'espèce la plus proche de nous dans la nature actuelle. Nous avons un ancêtre commun, et ce qui veut dire que nous partageons beaucoup de caractères communs, dont des caractères et des caractéristiques sociales. Et j'entendais avec la crise de la Covid, notamment avec l'impact brutal du premier confinement, je rappelle que c'est très important, hein. L'expérience du premier confinement a été faite sans préparation. Il y avait déjà du travail à distance. La question du travail à distance existe depuis qu'il y a du téléphone. Depuis les années 70, on en parle. Mais c'était quelque chose qui était fait à la marge, pour arranger. Tiens, notamment pour les femmes, avec les enfants, avoir un peu plus de liberté, de travailler chez elles, ou, là aussi, on l'a oublié, les nouvelles formes de travail, on y reviendra. Mais en tout cas, de travailler à distance, c'est pas récent. Mais c'était à la marge. C'est-à-dire qu'on bricolait, au vrai sens du terme, ce qui n'est pas péjoratif. Et là, d'un seul coup, c'est devenu massif. On s'est aperçu qu'on pouvait en faire beaucoup plus. Les études les plus récentes que j'ai pu voir montraient qu'en moyenne, tout secteur confondu, après il y a des différences, hein. Dans la finance, c'est pas comme le bâtiment, vous en doutez bien, hein. Mais à partir de là, en moyenne, c'était 7% des tâches qui étaient faites en télétravail, et je pèse mes mots. Il faut réfléchir maintenant en termes de tâches dans les métiers. C'est pas le télétravail et les métiers, c'est les tâches dans les métiers avec, non pas que le télétravail, parce que quand on parle de télétravail, on évoque toujours le travail à domicile, mais c'est les formes de travail à distance. Et là, on s'est aperçu qu'effectivement, au début, tout nouveau, tout beau, ensuite les problèmes sont arrivés, donc on a une expérience dont il faut tenir compte, ça je le dis pour les managers,
et les directions, c'est que même s'il y a des choses négatives, ayez conscience que ça a été fait dans des mauvaises conditions. Donc ça peut être mieux. La deuxième chose est qu'en effet, il y avait une inquiétude de la part des managers et des équipes de direction. Ah oui, les DRH bien sûr. Comment maintenir la cohésion des équipes? Comment maintenir les projets de l'entreprise ou ses évolutions? Comment les gens vont être encore co-participatifs ou pas? C'est un vrai enjeu. Hein. Former une communauté. D'ailleurs, on ne parle pas de groupe de chimpanzés, on parle de communauté chez les chimpanzés. Et derrière cela, effectivement, c'était est-ce qu'à distance, on peut faire des choses? Oui. Simplement, il faut réfléchir aux tâches que l'on peut faire in situ et celles que l'on peut faire à distance. Et je rappelle dans les évolutions récentes, pour les métiers qui sont liés, qu'on appelle, je vous épargne les acronymes américains, mais tout ce qui est lié à sciences, mathématiques, techniques, etc., il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui travaillent avec des partenaires dans le monde qui n'ont quasiment jamais rencontrés, ils ne se rencontrent qu'une fois par an. Donc déjà, il y avait des nouvelles formes de travail, mais là, qui concernaient, évidemment, les personnes très diplômés, très impliqués dans ces technologies, ou avec des métiers qui ont des tâches très différentes, qui peuvent se faire, comme pour les étudiants, ils sont tous diplômés la plupart du temps. Les étudiants savent travailler, évidemment. Je fais des petits boulots, ou je ne le fais pas, ça va bien, mais j'ai des activités culturelles, je travaille à la fac, je travaille tout seul. Eux, ils sont très à l'aise. Donc c'est ça qui émergeait. Puis d'un seul coup, c'est tout le monde qui était impliqué là-dedans, avec les fameux métiers de première et seconde ligne. Et ça, on ne peut pas les ignorer. Parce que ce qui m'agace un petit peu en ce moment, c'est que, notamment chez certains de nos philosophes que j'aime beaucoup, ce sont des copains, mais ils disent « Ah oui, mais c'est formidable, on peut faire ce qu'on veut, travailler chez soi. » Ouais, mais ça va pour les métiers intellectuels. Moi, je travaille comme ça depuis 40 ans. Ça pose aucun problème en ce qui me concerne. Mais ce n'est pas la majorité. Donc, il faut bien penser à tous les métiers. Et on va y revenir sur la manière de gérer Covivio d'un point de vue humain, donc anthropologique, pour répondre à Céline. La chose étant, c'est que les chimpanzés maintiennent leur cohésion sociale, et ils ont des cultures. Ça peut vous surprendre. Mais on ne se salue pas de la même manière selon un groupe de chimpanzés ou l'autre. On ne courtise pas les femelles ou les mâles de la même manière. On ne mange pas la même chose. On ne mange pas de la même manière. La manière de se saluer, comme vous le savez, sont très différentes selon les populations humaines, évidemment. Regardez nos manières de saluer, comment elles ont changé. D'ailleurs, les femmes sont contentes. On a cessé de leur faire la bise sans leur demander leur consentement. Ça, c'est déjà un avantage. Hein. Mais, vous voyez, ça change très vite. Donc, ce sont les aspects culturels. Mais ils fusionnent pour des tâches à très haute qualité sociale, partager la nourriture, chasser ensemble, utiliser des outils. Il y a des spécialistes pour les outils, il y a des spécialistes pour soigner. Et donc, pour les raisons sociales très importantes de cohésion de groupe, hautement qualitatifs, politiques également, ils se réunissent et après ils se dispersent pour des tâches plus prosaïques. Et c'est ça la fusion-fission. On fusionne pour les tâches les plus essentielles de la cohésion du groupe, la maintien de sa culture et des stratégies communes pour occuper l'espace, et puis on se disperse, on sous-groupe ou seul, etc. Et donc là, on a une leçon à prendre des chimpanzés. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, mais oui, mais attendez, qu'est-ce qu'il nous raconte le paléanthropologue là? Il faut qu'il sorte de sa grotte quand même. Hein. Alors, il nous a dit qu'on était comme les chimpanzés. Oui, d'accord. Mais c'est là qu'il faut revenir, et c'est la première partie du livre, sur l'évolution du travail. Et là, en effet, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, bien sûr, il y avait des usines déjà, etc. Mais la plupart du temps, les gens travaillaient à côté de chez eux. C'est-à-dire que... Ou chez eux. Ou chez eux. Avant la révolution industrielle, par exemple, la proto-révolution industrielle, c'est le textile. Où là, effectivement, il y avait des machines qui étaient installées dans les fermes, comme pour l'horlogerie d'ailleurs, et les horlogers dans les régions de montagne. Vive le Jura, vous avez vu, aux Jeux Olympiques. Hein. Donc là, c'est une grande tradition. Et de fait, donc, il y avait un travail avec les machines, etc. Et ceci va être bloqué avec l'arrivée des machines plus automatiques. Ça sera les fameux jacquards, ça sera les premières révoltes des ouvriers, des canuts donc, à Lyon, et évidemment un petit peu avant en Angleterre, c'est moins connu, qu'on appelle le mouvement des ludistes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on voit émerger ce qu'on appelle la concentration des moyens de production, ce qui sera complètement analysé par Marx un siècle plus tard. Et là, c'est la révolution industrielle, va complètement bouleverser les choses. Il y a toujours un peu de travail à domicile, mais les machines demandent des ingénieurs, des techniciens, du management, donc on arrive vers l'entreprise moderne, et c'est là qu'on a la concentration des moyens de production avec la finance qui va avec. Très bien analysé par Karl Marx au passage. Et là, de fait, que se passe-t-il? Il y a un exode rural, et les gens vont au travail. Mais, exode rural, il s'installe près des lieux de production, près des mines, près des usines. Alors, je n'ai pas joué au handball avec Néandertal, ni à la marelle avec Lucie, mais j'ai quand même un certain âge, mais je ne suis quand même pas si vieux que cela. Et moi, j'ai bien connu ce monde. Mes parents étaient maraîchers à Gennevilliers, donc
donc la petite couronne, moi j'ai connu ça tout vert. Hein. Ceux qui sont dans les embouteillages, là, ils vont comprendre. Hein. Et ce qui est très intéressant, c'est que moi j'ai vu l'arrivée de la banlieue. C'est la fin des années 60. Et là, c'est la tertiarisation de la société, avec les métiers du tertiaire, où les femmes sont plus représentées d'ailleurs. L'atelier pour les hommes, les femmes dans les bureaux. Eh oui, aujourd'hui c'est un vrai problème hein, au niveau des tâches genrées. Et de ce fait, la banlieue a fait que les gens ont trouvé des habitats nettement plus confortables, avec des salles de bain, mais est arrivé ce qu'on appelle le temps pendulaire, le temps pour aller au travail. Mais là, effectivement, c'était quoi le monde du travail? C'était des personnes qui avaient des tâches dédiées et on ne leur demandait pas d'innover. On leur demandait d'être les plus performants possibles avec les machines et les tâches qu'on leur demandait. Donc, on va au boulot, je fais mon job et je m'en vais. Et c'est là qu'arrive le monde dans lequel nous sommes, qui est complètement différent. On parle d'économie de l'innovation. Ben oui, mais là, on n'a pas bien compris le truc. C'est que l'économie de l'innovation, c'est qu'on demande aux personnes de participer à la vie de l'entreprise, à l'amélioration des tâches, etc. Ce qui pose de nouvelles questions de rémunération, de contact. Et puis on s'est dit, oui, on va sortir du poste de travail, le terme maintenant qui est devenu presque préhistorique, poste de travail. Mais il y en a encore, bien sûr. Il ne faut pas se faire d'illusions. Et de fait, on s'est dit, bah oui, mais là, si on veut que les gens se rendent compte, il faut qu'on aménage les bureaux, donc les open space, qui est une aberration d'un point de vue anthropologique et éthologique, comportemental. Ça veut dire quoi? C'est le premier ou la première qui arrive, qui s'installe, l'autre arrive derrière, on ne se dit pas bonjour, et puis on va finir par s'isoler, on n'a plus le poste personnel. Je suis désolé, on est des grands singes. Et les grands singes ont besoin d'un espace personnel. On n'arrive pas face à un chien, ou un chat, ou un animal, ou un humain, sans prévenir, ou un cheval. Parce qu'on a toujours cet espace de sécurité. Et d'un seul coup, le problème, en plus, c'est des crétins qui avaient inventé le management par le stress. Hein. Quand on est stressé, on perd 50% de ses compétences. Donc, c'est les petits chefs. Donc, tout ça en même temps, on a vu la catastrophe que ça a été. Et c'est là qu'arrive donc la crise de la Covid et les formes de travail à distance. Et on comprend qu'aujourd'hui, c'est une prise de conscience qui est très forte parce qu'on le voit bien. Il y a une difficulté avec des gens qui n'ont plus envie de retourner au travail, avec le stress, etc. Donc, la grande révolution, ça va être comment mettre en place, ça existait déjà. Ce qui est intéressant dans l'évolution, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas tout à inventer. C'est-à-dire qu'il faut sélectionner. La sélection naturelle sélectionne. Ça veut dire quelque chose, les mots quand même. Ça veut dire, regardons dans ce qui s'est fait, les expériences du télétravail, des confinements, et dans les bonnes pratiques qui, quant à elles, avaient déjà beaucoup d'assentiments et de retours positifs, les nouvelles formes de travail, d'aménagement de bureaux. Et là, de ce fait, on arrive donc à votre projet qui, évidemment, vous l'avez dit vous-même, a tenu compte de ces évolutions très récentes, ce qui veut dire que, bien sûr, les personnes qui ont des métiers diplômés, qui savent travailler à distance, etc., peuvent se sentir très à l'aise dans cet environnement, mais n'oublions pas, et ça va être très important pour vous de mon point de vue anthropologique, c'est-à-dire les personnes qui ont des métiers de premier et de second rang. Conciergerie, sécurité. Comme les gens vont dans la fusion-fission, eux malheureusement sont plus postés, c'est les contraintes de leur travail, des métiers de première ligne comme on les appelle, eux vont être la raison même de la cohérence des lieux. Bonjour madame, bonjour monsieur, comment ça va? On s'appelle par le prénom. Et là, il va falloir que, même si vous êtes le patron, le directeur de la boîte, dites bonjour aux gens, allez les voir, allez épouiller. Parce que les relations de fusion-fission, l'épouillage, c'est passer du temps avec les autres. Ça va être essentiel, la fusion-fission nécessite cela. Et donc vous, évidemment, ce n'est pas que mettre des bureaux, c'est faire cela. Maintenant, sur la structure, vous l'avez dit, ah ouais, on pense qu'il y a un petit paradoxe quand même, c'est du mobilier quand même, hein, c'est un bâtiment. Mais comment le faire moduler? Vous savez, on a tous le même squelette. Hein. Les poissons et nous, on a tous le même squelette. Hein. Donc on a la même structure de base. Mais derrière, il y a des poissons, il y a des oiseaux, il y a des mammifères. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des structures, et autour des structures, il y a donc ces évolutions et ces adaptations qui se mettent en place. Et c'est ça aujourd'hui, le modèle que vous mettez en place, c'est en effet faire en sorte que nous avons des structures qui sont ouvertes, aérées, dont on le voit bien, c'est magnifique, qui tiennent compte des enjeux d'aujourd'hui avec du paysage. Vous savez, on parle d'innovation. Mais si vous avez un beau bâtiment derrière la fenêtre, c'est pas mal. Si vous avez des arbres, vous êtes nettement meilleur pour innover. On le sait, hein, c'est les sciences cognitives qui le disent. Hein. Très clair. Et puis rencontrer les gens. Ça, c'est essentiel. Organiser la rencontre. Organiser la rencontre, c'est la fusion-fission, et ça, c'est absolument essentiel avec les initiatives. Et donc, on le voit bien, les nouvelles organisations de bureaux, c'est des espaces ouverts, des espaces où on fusionne, où on fissionne. Donc voilà, vous êtes en plein là-dedans, et puis moi, j'aime beaucoup quand même. Hein. Je ne suis pas à payer pour me faire la pub, hein, mais néanmoins, ça me rappelle justement ces années 70, avec Pink Floyd, les vinyles qu'on achetait à l'époque, on avait ça, où là, on avait tous ces couleurs qui sont là, qui expriment très bien, effectivement, ces changements de société qu'on a connus absolument majeurs à l'époque, et que nous connaissons aujourd'hui. Donc voilà, c'est là que l'anthropologie est importante, parce qu'on voit bien qu'il faut avoir des
des structures qui sont évolutives. Hein, nous, on a les mêmes squelettes que les singes, on a le même nombre de dents que les macaques, etc. Mais néanmoins, ça n'empêche pas que nous avons la gastronomie, nous avons beaucoup l'art de de choses. vivre. Nous avons les arts de Le vivre. plaisir. Donc voilà. Donc, faut pas dire que c'est tout qui doit évoluer. Il y a les structures, évidemment, qui évoluent elles-mêmes. Et puis, autour des structures, il y a ces modularités que vous mettiez en place. Et là, évidemment, c'est important, on va en parler. Tous les outils d'aujourd'hui du numérique permettent évidemment d'aborder cela. Donc on est vraiment dans une période de l'adaptation et donc aujourd'hui ce n'est plus de dire on a un poste de travail pour une tâche dédiée, c'est comment on a des bâtiments qui vont évoluer avec les tâches et c'est ce qu'on appelle cette fois-ci l'adaptabilité. Donc on n'est plus sur l'adaptation, on est sur l'adaptabilité qui nécessite effectivement toujours ces dynamiques d'interaction avec tous les acteurs. Céline, on l'a vu, Pascal pourrait presque travailler pour Covivio lorsqu'il précise le mode fusion-fission qui doit être pris en compte lorsqu'on imagine un immeuble de bureau. En quoi Sopop représente, incarne finalement le mieux ce mode fusion-fission dont Pascal vient de parler? Comment est-ce qu'il est conçu pour finalement encourager notamment ces moments de collaboration, de rêve, d'innovation, finalement de créativité? Alors, je dirais qu'il est conçu comme ça sous plusieurs angles. Déjà, Ludovic Lobjoy, l'architecte, l'a conçu, alors c'est ces mots, comme un paquebot de croisière. Et donc tout le socle, il y a à peu près 2000 m² de socle quand vous rentrez dans l'immeuble, qui est conçu comme les galeries de ces fameuses croisières dans lesquelles vous allez pouvoir évoluer. Donc tous les flux sont pensés, l'ergonomie est pensée pour que les gens se croisent et évitent d'aller directement dans leur bureau pour avoir ce socle commun. Mais après, ils sont libres de le faire évidemment et de pouvoir aller dans leur partie privative. Et après, au cœur de ces services-là, on incite, alors par deux choses, vous l'avez dit, aussi bien les lieux, donc la façon dont ils sont conçus, le design chaleureux qui donne envie d'y aller, mais aussi par l'équipe. C'est l'Agora ? Exactement, on revient au système de l'Agora. Et l'équipe qui va être là va être essentielle pour animer ça et pour donner envie du lien humain. De créer du lien. Et donc ça passe par dire bonjour, mais ça passe aussi par organiser des temps communs. Parce que j'imagine que dans la fusion, il faut aussi laisser une place il ne faut pas que tout soit organisé. C'est des questions qu'on nous pose aussi souvent. C'est à quel point il faut organiser le collectif et quelle place on laisse au moment un peu... Toutes les expériences qu'on connaît, par exemple, pour les salles de bien-être ou de sport, c'est pas dire aux gens, vous allez y aller. C'est les mettre à disposition et ensuite ils accaparent les lieux à leur manière. C'est exactement ça. Exactement, il y a cette appropriation. Donc, en tout cas, on a essayé de penser aux usages, qu'on va dire, de 2022 qui nous semblaient appropriés. Donc, il y a un wellness, salle de sport de 80 m², une salle de cycling, donc de vélo fixe là, sur 200 m², un patio, un restaurant. Alors, petit focus sur le restaurant, puisqu'on l'a conçu comme... on s'est inspiré en fait des marchés de Paris et de Saint-Ouen. Donc par rapport à l'univers qu'a évoqué Pascal tout à l'heure, le designer Cocorico a voulu quelque chose pour 2022 de très pop et très coloré pour trancher aussi avec la période un peu grise qu'on a vécue ou même qu'on est en train de vivre encore un peu aujourd'hui. Mais on a voulu aussi injecter dans Sopop sur la partie design et animation tout le volet un peu épicurien de Paris et de Saint-Ouen parce qu'on a bien l'ancrage local. Et donc, en fait, dans la partie restaurant, on s'est inspiré des marchés des Enfants Rouges, des marchés de Saint-Ouen, aussi bien sur le design et sur l'offre qu'on va proposer. Après, on a veillé à mixer l'offre traditionnelle et l'offre plus digitale, puisqu'on a aussi bien du click and collect qu'une brasserie, qu'un chef qui fait ce qu'on appelle les cooking shows en live, etc. Et avec une attention portée force sur la provenance, évidemment, de la nourriture. On a donc un jardin, que puis-je dire, et aussi un petit focus sur le Future Center. Et puis les terrasses également. Des terrasses. Donc c'est toujours l'importance du végétal et ce qu'on appelle un Future Center. Alors pourquoi on l'a appelé comme ça ? En fait, on voulait trancher avec le Business Center qui avait un côté un peu presque à l'ancienne. Ouais. Et parce qu'on a veillé à ce que son ergonomie encore, elle soit adaptée aux usages qu'on avait identifiés aujourd'hui. Donc, on a de l'hybridation. Pour pouvoir faire de l'hybridation, il ne faut pas une table carrée, on a entravé. Il faut pouvoir avoir un grand écran sur lequel on peut, avec plutôt une table en arc de cercle, pour pouvoir travailler et collaborer en direct. Sur la partie propulsion, c'est quand vous voulez faire une propulsion commerciale, il faut plutôt un espace conférence. Et pareil, on a travaillé avec les équipes de Samsung, qui est notre locataire qui va arriver bientôt dans l'immeuble au Mondial cet été. On a travaillé avec eux pour installer justement leurs équipements et leurs technologies dans ce qu'on appelle le Future Center. Donc en fait, voilà, pour revenir sur le sujet de fusion-fission, c'est que nos clients peuvent avoir des espaces pour faire cette fusion
aussi bien que pouvoir s'isoler après ou aller travailler dans leurs tâches chez eux ou dans leurs étages. Alors, on a parlé d'écran, on a parlé de nouvelles technologies. Alors justement, Pascal, dans votre livre, vous consacrez des pages à l'analyse de l'impact, finalement, de la technologie sur les nouvelles façons de travailler aujourd'hui et demain. Je n'oublie pas que vous avez aussi écrit, je le disais tout à l'heure, l'intelligence artificielle et les chimpanzés du futur. Dans l'un et l'autre livre, vous décrivez finalement l'avancée très rapide, bien sûr, que l'on vit tous de ces nouvelles technologies qui chamboulent le travail. Et là encore, une double question. On aime bien les doubles questions sur ce thème des nouvelles technologies. Que doivent proposer les nouveaux espaces de travail pour s'adapter à cette nouvelle donne que décrivait Céline à l'instant? Que doivent-ils donc proposer en termes technologiques, voire d'algorithmes, voire d'intelligence artificielle, voire de métavers? Je n'oublie pas que c'est un des termes de cet atelier de ce matin. Et puis, question plus prospective, on parle beaucoup justement d'avatar, de métavers, c'est-à-dire finalement d'espace numérique où l'on se projette et que l'on se détache du monde réel dans lequel nous sommes. Est-ce que c'est pour vous des pistes possibles du futur du travail que ce métavers, que ces avatars? Ça l'est déjà. Vous voulez savoir comment va changer le monde avec les technologies? Vous regardez ce qui se passe dans les armées, mais ça, évidemment, ils ne vont pas tout vous dire dans les armées. Et vous regardez ce qui se passe dans le domaine du luxe. Ce qu'on appelle les NFT, Non-Fungible Tokens, c'est-à-dire que... Alors, je ne sais plus le terme français, pardon, ça fait un peu stage de dire en anglais. Non fongible. Voilà, non fongible. Et donc là, on y est déjà, quoi. Ce n'est pas de la science-fiction, hein. Soyons très clairs. Les personnes sur les jeux, ce que font les jeunes, c'est les personnes plus âgées qui ne comprennent pas ou qui n'ont pas encore une bonne perception. Une remarque sur la manière de concevoir SOPOP. Vous avez parlé d'un musée, d'un architecte. Je me souviens d'une conférence où j'étais avec M. Picard, vous savez, Bertrand Picard, donc très évidemment. On lui a dit, pour cet avion, vous savez, Solar Pulsar, non, ça ne marche pas. Dans le monde de l'aéronautique, ça ne marche pas. Il est allé voir les gens de la navigation. Ils ont dit, on peut le faire. Pour innover, il faut aller chercher des compétences dans des domaines qui sont connexes. Et d'avoir été chercher un musée, d'avoir une réflexion sur l'écologie et l'anthropologie, c'est ça qui fait l'intérêt. Je ne suis pas mandaté pour faire la pub, hein, je précise. Hein. Mais néanmoins, c'est comme ça que ça fonctionne l'innovation. C'est toujours à chercher des compétences. Les gens qui sont dans un domaine ont du mal à voir ce qu'il y a dans les autres et c'est de là que viennent les innovations. Alors les technologies, bien sûr, bon, ce n'est pas d'aujourd'hui. On voit bien que les révolutions sont liées vraiment au numérique. Hein, et on l'a vu, les capacités liées au travail à distance. Maintenant, soyons très clairs, j'ai regardé, donc, comme je vous le disais, les études les plus récentes à cet égard. Tous les métiers vont être touchés. Alors évidemment, on peut se poser la question, se dire, est-ce que les métiers dits de première et seconde ligne vont être touchés? Regardez les livraisons aujourd'hui. Il se trouve que à la télévision, hier soir, tout simplement, voilà, il y avait un reportage là-dessus sur les livraisons. Alors c'est vrai que des fois, si vous commandez sur un site, vous avez plusieurs produits et vous avez plusieurs livraisons, parce que ce n'est pas les mêmes fournisseurs. C'est aberrant parce que vous ne vous déplacez pas, certes, mais ça fait plusieurs livraisons. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vont se mettre en place des plateformes qui vont, entre les différentes sociétés de livraison, optimiser les choses. Et ensuite, on fait les comptes, ce que font d'ailleurs les banques. Hein. D'ailleurs, ce n'est pas nouveau comme principe, une fois de plus. Sauf que là, on a les moyens. Les choses ne sont pas nouvelles, mais on a les moyens. La technologie. Donc, un des enjeux de Covivio, au niveau de la gestion, évidemment, de SOPOP, ça va être avec l'accord, évidemment, des parties prenantes, des locataires, des tâches, les problèmes de sécurité, évidemment, tout ça, c'est là. Parce qu'il y a des enjeux majeurs, c'est d'avoir des bonnes connectivités, de très bons accès réseau, et évidemment, les aspects de cybersécurité, c'est une évidence. Et la chose étant, c'est être capable, avec une analyse, les capteurs qu'il y a, bien sûr, sur les activités des gens, quand est-ce qu'ils viennent ou pas, on va en reparler, c'est effectivement comment l'intelligence artificielle, elle est là pour ça. Alors maintenant, arrêtons les bêtises sur l'intelligence artificielle. Hein. Beaucoup de philosophes nous disent, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Ouais, ok, au sens de Descartes, comme s'il y a un petit module qui est là. Non, ça n'existe pas non plus. Par contre, c'est Intelligence Service, c'est CIA, c'est comment, à partir d'un ensemble de données importants, on est capable de trouver des solutions ou que la machine peut proposer des solutions. Ça sert à ça, l'intelligence artificielle. Et après, vous prenez la décision. Et ça, effectivement, sur les gestions des bâtiments, c'est absolument extraordinaire. Effectivement, parce que vous allez capter donc, des milliers, si ce n'est des millions de données. Et là, il faut donc évidemment les capacités de les analyser. Ça, c'est les algorithmes de l'intelligence artificielle. Et derrière cela, effectivement, de modéliser. Donc, et c'est là qu'interviennent les métavers. Sur la gestion, sur la fonctionnalité. Ça, c'est la nouvelle étape des BIM. Hein. Alors, en France, on est en retard là-dessus. Vous savez qu'en Angleterre, par exemple, on ne peut pas avoir un appel d'offres pour un bâtiment
un appel d'offres de la part des administrations ou des fonds publics sans que le projet soit présenté sur des BIM. La BIM, après, sous-entendu, bien sûr, la maquette numérique du bâtiment. Maquette numérique, ça commence. Mais maintenant, le BIM, il n'en est pas que là, il en est sur la gestion. C'est dès le départ dans la conception, comme vous l'avez fait, le BIM intervient sur les fonctionnalités et la gestion. Et là, il faut faire cela. Alors, la même chose que je n'ai pas vue d'ailleurs en regardant, en préparant, c'est là aussi, sur la visite pour vos futurs locataires, ou même pour les locataires en place, c'est utiliser l'intelligence augmentée et la réalité augmentée et la réalité artificielle. C'est-à-dire que comment être capable, tout ce qui est imaginaire, donc évidemment, j'aime pas les masques, mais tout ceci... Bientôt, ce sera les lunettes. Hein. Il y a les lunettes. Ce n'est pas la science-fiction, c'est déjà là, et ce sont des atouts. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'en effet, que les personnes puissent être connectées de tous les côtés, d'avoir la possibilité d'avoir des accès instantanés, mais ça évidemment c'est la base, hein, c'est la structure, le squelette, hein, mais là c'est l'infrastructure évidemment numérique, on est d'accord. Mais ceci va entraîner des modes de gestion complètement nouveaux, qui sont à la fois liés à ce que vous évoquiez sur les capacités de fusion-fission dans l'arrangement des dispositifs de détente, de sport, récréatifs, culturels, etc., ou simplement conviviaux. Et l'autre côté, il faut bien comprendre que ces métavers ou ces outils ne vont pas se substituer à nos compétences. Ils augmentent nos compétences. Hein, ça s'appelle l'intelligence augmentée. Alors bien sûr, c'est une tâche, on va être prise par les machines. Je rappelle que les machines, elles sont faites pour faire des choses mieux que nous. Hein, donc c'est pas un hasard, c'est après des choses qu'on a faites quand même du béaba. Mais derrière cela, c'est même dans les métiers d'accueil, les métiers de première ligne, de sûreté, etc., eh bien, et sécurité, pardon, très clairement, là aussi, ces outils vont complètement aider à la mise en place de cette communauté qui va complètement évoluer, qui va échanger, etc. Donc, il faut bien le comprendre. Et puis surtout, ce qui est important derrière cela, c'est ces nouvelles flexibilités, parce que il y a un piège. Vous avez évoqué tout à l'heure, et je vous remercie, mon livre sur l'évolution créée à la femme. Là, il va falloir être très attentif également. Peut-être, ce n'est pas à vous d'intervenir sur, évidemment, les relations humaines et la gestion au sein des entreprises, mais de toute façon, le meilleur du nom, vous serez sous forme de proposition. C'est ça qui est intéressant. Hein. On n'est pas dire aux gens, vous faites ça, mais vous pouvez, avec les analyses des données, vous dire à un tel locataire autre, ah, écoutez, on a vu ça, on peut vous faire des propositions par rapport à cela, après, oui. Anticipées, ou des choses qui peuvent mieux fonctionner à tous les niveaux. Hein. Flux des personnes, des informations, flux d'énergie, enfin, tout ça, vous connaissez mieux que moi. Donc, il faut bien le comprendre. Mais derrière cela, il y a un piège pour les femmes quand même aujourd'hui. C'est qu'effectivement, les femmes sont plus en travail partiel. On sait pourquoi. Et évidemment, ce serait une commodité de se dire, ah ben tiens, les femmes sont plus en télétravail. Parce qu'évidemment, c'est plus commode pour elles à travailler à la maison. Alors ça pose des tas de problèmes. Pardon. Et la chose étant, ça peut être intéressant de se dire, attention, la fusion-fission, ça marche pour tout le monde. Il faut que même les personnes qui sont en télétravail, même certaines qui croiraient que ce serait mieux pour elles de ne pas être en présence in situ, c'est très mauvais. C'est très mauvais parce qu'on prend de mauvaises habitudes en termes de posture. C'est très mauvais parce qu'on n'a pas le contact avec les autres, on n'a pas l'épouillage. Nous évoquions tout à l'heure en aparté Michel Serres qui nous a quittés. C'était un nom très, très connu, le philosophe Michel Serres. Il travaillait, il enseignait à Stanford et il me racontait combien autour de lui, dans cette Silicon Valley, des jeunes hommes ou femmes s'installaient, travaillaient dans leur coin, ils venaient des geeks comme on l'est, et 6 mois plus tard, ils se suicidaient 1 an plus tard. C'est absolument nécessaire. Et là, par exemple, je ne suis pas là pour donner des leçons, mais c'est des principes généraux de la vie sociale. Si on peut constater que, compte tenu des confidentialités, que certaines personnes, plus les femmes, pour les hommes que je donnais, mais ça peut être d'autres catégories de personnes, d'employés, de travailleurs, de collaborateurs et collaboratrices, on s'aperçoit, ah ben tiens, on ne les a pas vus depuis longtemps. Ça peut être aussi une information importante pour les managers, pour les DRH, qu'est-ce qui se passe. En termes de santé physique, voilà. mentale. Donc, voilà. Donc, je veux dire, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les machines ne nous remplacent pas. Et pour préparer cette conférence, vous me disiez, Pascal, que cette règle, on entend parler là du 2 jours, 2 jours et demi de télétravail pour tous, qui est à peu près la règle, c'est pas valable pour... Ça dépendait du poste, ça dépendait du profil. Ça n'a aucun sens. Il y a des métiers où ils peuvent choisir partir une semaine, d'autres ça va être 2 jours, 3 jours, etc. Mais ce qui est important, et ça sera un outil extraordinaire, bien sûr pour la gestion de ce pop et le meilleur vivre ensemble au sein de ce bâtiment et les autres qui viendront, bien sûr. C'est une expérience extraordinaire. C'est beaucoup de data. Et aujourd'hui, soyons clairs, c'est la data qui fait l'économie de la société d'aujourd'hui. Et elle ne se substitue pas.
elle apporte des propositions qui augmentent vos compétences. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez tous ces espaces physiques, etc., avec les métavers, j'insiste, qui permettent d'avoir donc ces fluidités, ces processus de fusion-fission, de contact, d'échange, et de créer une communauté au centre et autour de Sopop et les autres bâtiments. Et puis, vous avez également cet aspect qui fait que, eh bien, ça peut contribuer, ces éléments, à non pas être qu'une meilleure gestion, mais être force de proposition également. C'est-à-dire voilà, nous, on n'est pas que des concierges, on n'est pas que des gestionnaires sur les flux d'entrée et de sortie de tout ce qui concerne ce bâtiment, les personnes, les biens et tout ce que vous imaginez. C'est aussi, on est la capacité d'être, allez, on va le dire, comme le directeur d'un musée ou comme chef d'orchestre, ou un ou une d'ailleurs, sur la gestion de ce bâtiment et sa coévolution. Et ce qui est important aussi, c'est que comme je disais tout à l'heure, pour ça j'ai commencé par ça, il y a des expériences dans les musées qu'on n'a pas mis dans les bâtiments jusqu'à présent, ce que vous faites, mais d'un autre côté aussi, regardez, ceux de l'étage d'en dessous ou d'à côté, ils ont fait ceci avec leur accord, est-ce que vous pensez que ça peut aussi vous intéresser, etc. Donc voilà, c'est ça qui aujourd'hui arrive avec le numérique. Donc il ne faut pas penser le numérique comme substitution, ça ne veut pas dire que ça ne va pas bousculer des habitudes, ça ne va pas difficulté, mais ça concerne effectivement l'ensemble des activités de toutes les personnes. Alors j'aime pas prendre le terme de niveau, parce qu'on voit bien qu'on est dans un système matriciel, d'échanges constants. Et donc, c'est aussi un facteur de cohésion et d'innovation et de bien-être. Donc, le prochain livre que vous allez écrire, ce sont les chimpanzés et le métavers, si je comprends bien. Bon, je vais arrêter avec les chimpanzés parce que les gens ils disent... Bon, on va peut-être en parler d'ailleurs. Avec Pascal, on a vraiment fait le grand écart entre des centaines de millions d'années et puis le monde numérique dans lequel on vit aujourd'hui. Pascal a dit beaucoup de choses sur l'aspect numérique et notamment en étant le représentant presque de Sopop. Juste peut-être un zoom particulier sur les sujets technologiques qui vont être embarqués dès le départ dans Sopop. C'est pour répondre à ce que dit Pascal, c'est que notre rôle, nous, Covivio, c'est d'accompagner nos clients et les entreprises, plus que d'être intrusif, mais de leur proposer des choses pour justement qu'ils puissent s'en servir. Et donc, dans Sopop, on a des capteurs de présence qui servent aussi bien à la lumière qu'à la température, mais aussi à savoir qui est là et qui n'est pas là. Et on a décidé de les utiliser pour accompagner nos clients et leur faire un retour sur l'utilisation réelle. Parce qu'en fait, la question se pose aujourd'hui. On a parlé de revenir au bureau, et maintenant qu'on revient au bureau, avec le télétravail, qui sera là, quand alors, pas pour dire, toi, tu es là, toi, tu es pas là, mais c'est pour pouvoir comprendre comment l'occupation du bureau, elle n'est plus la même aujourd'hui qu'elle était hier. Et donc, pour accompagner nos clients sur aussi la décision, parce qu'on sait que c'est plus difficile de se projeter, de dire, moi, finalement, si je prends des mètres carrés, est-ce que je ne vais pas me tromper ? Donc, c'est de les accompagner dans cette période de test, sur le monitoring, d'utiliser bien, comment, parce qu'on veut aller aussi jusqu'à les accompagner sur un monitoring des usages, puisque là, encore une fois, il y a eu des bouleversements. Ça va avec fusion-fission, je pense, mais il y avait plus d'espaces privatifs. Et encore, dans ce qu'on appelait espaces privatifs, c'était quand même des open space, donc ils n'étaient pas si privatifs que ça, et du collectif où on mettait en fait des espaces de réunion et le reste. Et aujourd'hui, on a vu qu'il y avait plus de place pour la partie collective et collaborative, et la partie poste de travail, elle se cherche un peu, puisqu'en fait, je vois qu'il y a une hésitation entre soit des bulles, ce qu'on appelle des bulles, où tu peux quand même t'isoler et passer tes coups de fil et travailler seul, et l'open space. Mais l'open space, il paraît presque gênant en fait, et une entrave à la liberté, à la façon de travailler. Donc, en fait, tout ça, comme aujourd'hui, certaines entreprises ont besoin quand même de décider, de s'implanter, et c'est pour ça que Sopop, en étant évolutif et en proposant ce monitoring, permet de leur dire aujourd'hui vous allez faire ça, on va regarder ensemble ce que ça donne, la donnée. On pourra soit vous accompagner sur la compréhension de ces données, soit vous les donner, les données. Et après, ça vous permettra à vous de voir dans le temps comment vous allez évoluer. Donc, c'est le dispositif qu'on a paru, en tout cas, le plus pertinent dans cette période. Mais il y a autre chose aussi qu'on connaît bien, par exemple, autour de la restauration et des livraisons. C'est-à-dire que les restaurants, ils fonctionnent le matin un petit peu, parce qu'ils sont ouverts, à déjeuner et à dîner. Et entre-temps, donc, les infrastructures ne sont pas utilisées. Eh bien, ce qu'on fait, ces grandes enseignes que l'on connaît aujourd'hui de plateformes, c'est de faire en sorte d'utiliser dans les périodes où ça ne l'était pas. Et donc, c'est une meilleure gestion, c'est une meilleure rentabilité. Et là aussi, ça veut dire que, OK, j'ai peut-être trop de mètres carrés, mais s'ils sont utilisés, ils ne sont plus en trop. Vous voyez, donc, voilà le genre de nouvelles approches en termes de gestion que permettent ces données et ces nouveaux outils.
Alors Pascal, j'aimerais qu'on poursuive avec votre réflexion sur les évolutions urbaines, les évolutions de la ville, et notamment avec cette question justement sur l'évolution de la ville, tant en termes de mode de déplacement que de lieu de travail. D'ailleurs, ce thème est une des thématiques des chimpanzés et le télétravail. Il y a notamment un passage dans votre livre où vous prônez le retour de l'anthropologie dans la ville, afin de permettre la réappropriation des espaces par les habitants. Alors vous êtes un adorateur du temps long, on le sait désormais. Cette double question, là encore, d'abord, comment selon vous un immeuble de bureau doit-il être conçu pour tenir compte des nouveaux enjeux de la ville? Et puis les immeubles de bureaux n'ont-ils pas aussi l'impératif désormais d'être conçus dans la perspective notamment de lutter contre le réchauffement climatique? Je rappelle, et Céline le rappelait tout à l'heure, le disait, que sur Sopop, on a près de 4000 m² de jardin, on a des terrasses, on a des logias, on a des rooftops. Donc comment est-ce que finalement l'immeuble de bureau doit contribuer finalement à cet effort contre le réchauffement climatique? Alors, l'anthropologue dans la ville, peut-être. Mais c'est tous les hommes. D'un point de vue de notre évolution, ce qui est intéressant, si on se souvient de l'évolution de l'habitat, ça a toujours été fait pour se protéger du monde extérieur. On pense toujours aux grottes pour la préhistoire, mais il n'y a pas des grottes partout, et il y avait des hommes et des femmes partout. Donc il y avait des abris. Ça fait 2 millions d'années qu'ils construisent donc, des abris pour se protéger donc, du monde extérieur, des intempéries, pour dormir, etc. Donc on a construit jusque dans les années 60 pour se protéger du monde extérieur, pour trouver aussi plus de confort. Ça va surprendre ce que je vais vous dire par rapport aux petits jeunes qui sont sur ce plateau. Moi, je n'ai pas connu de salle de bain ni de toilette comme on les connaît aujourd'hui. C'est vraiment les années 60. Donc d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le logement social a toujours été en avance sur la qualité de l'habitat moyen des personnes. Et aujourd'hui, cette problématique est prise par les bureaux également. C'est quand même très intéressant. Et en ce qui concerne les villes, oui, c'est une énorme évolution, parce que si vous avez un petit peu en mémoire les images des villes de la Renaissance, au moment où Thomas More parle des utopies, c'est très intéressant. Jusqu'à Le Corbusier, c'était l'idée de construire des mondes organisés où la vie, les gens vont être heureux, parce qu'on a construit pour qu'ils soient heureux. Donc ça a été c'était les cités ouvrières, ce qu'on appelle les utopies, mais il y en a avait plein. En France, les fameuses. Excusez-moi, j'ai une petite larme là, à chaque fois qui m'embête. et donc là, quand je parle du passé, oui. C'est ça. Et donc, tout ceci, ça a été fait envers et contre tout ce qui concerne la nature, et même l'anthropologie. Il y a une expérience, c'est Arc-et-Senans, si ça vous intéresse, c'est dans Franche-Comté, c'est très joli. C'était à l'époque de Louis XIV, jusqu'à Louis XV, je crois, où là, effectivement, on avait organisé les lieux d'habitat et de vie, de telle sorte que les gens faisaient les choses à telle heure, de telle manière, etc. C'était une catastrophe, évidemment. Donc, comment sortir de là? Et j'ai dit tout à l'heure, le monde du travail avec les ateliers, les bureaux ou les postes de secrétaire, c'était exactement pareil. C'était une optimisation. On ne demandait pas aux gens, aux utilisateurs ou aux habitants de contribuer évidemment à la vie collective, parce qu'il n'y en avait pas du tout, et chacun était dédié donc à une tâche. D'ailleurs, dans les utopies, chacun a un costume, chacun a une tâche. C'est terrible, parce que ça existe encore, soyons clairs, ça traîne encore dans les mentalités. Et donc, on est passé ensuite, si vous avez en mémoire ces tableaux ou ces lithographies de la Renaissance, vous avez de beaux bâtiments. Saint-Pétersbourg est un peu comme cela, mais pour une période plus récente, mais là, on n'avait pas un seul arbre, on n'avait pas un seul animal, on n'avait pas une fleur. La nature n'apparaît pas. Et la grande révolution que nous sommes en train de connaître, c'est que maintenant la nature rentre dans la ville. La biodiversité aussi. Les problématiques de biodiversité, les problèmes de végétalisation, les questions évidemment, cette fois-ci, on construit pour se protéger, mais protéger ce monde extérieur, c'est un renversement de paradigme total. Pour l'évolution du travail, c'est aussi autre chose. Les sociologues commencent à en parler, c'est, à la suite de l'expérience de la Covid, les rapports vie privée, vie professionnelle. C'est intéressant de constater comment Good Place to Work, Happiness Officer, en gros, c'était la méthode Coué. Tu dis, OK, tu es au boulot, c'est pas bien, mais je vais te montrer comment bien encaisser le truc. On voyait bien qu'il y avait un problème, mais ce n'était pas la bonne réponse. On a tenté des réponses, c'était très bien de le faire. Mais on s'est aperçu que ça ne marchait pas. Et de ce fait, on a mis des éléments de la vie privée dans les entreprises. Le baby-foot, etc. Donc, ce n'est pas une critique de ce que vous faites. Mais en définitive, c'était quoi? C'était des
ce qu'on appelle le solutionnisme. On a un problème, on ne change pas fondamentalement l'organisation du travail, mais on va apporter des petites améliorations à la marge qui vont, on l'espère, faciliter les choses. Mais non, vous ne changez pas fondamentalement. Et c'est pour ces raisons qu'aujourd'hui, des bâtiments comme celui-là et tous ceux qui viendront, et pour l'habitat, c'est maintenant intégré, parce que le bâtiment de bureau, il est dans la ville aussi. Il structure la ville. Hein, c'est des quartiers qui vont vivre autour de cela, avec les commerçants, etc. D'ailleurs, je suis très content parce que quand j'étais très jeune, adolescent, j'ai travaillé sur les marchés de Saint-Ouen. Donc vous voyez, cette période quand même assez intéressante. On veut retrouver des choses. Le marché, c'est lui la convivialité. C'est l'église, le syndicat et surtout le marché. Et donc là, ce n'est pas mettre de l'archéisme dedans. C'est en fait reprendre des éléments fondamentaux de nos rapports anthropologiques au sein de la cité, au sein de ces bâtiments qui vont être ouverts, évidemment, comme vous l'avez dit. Donc ce n'est pas un retour en arrière, mais cette fois-ci qui est intégré dès la conception et de changer fondamentalement les façons de travailler, d'organiser le travail. Donc on voyait bien qu'il y a eu cette évolution juste avant la crise de la Covid, et c'est comme ça que fonctionne l'évolution. L'évolution, je l'ai dit, je le répète, c'est très important, elle ne crée rien. Quand arrive un problème, ça c'est la Covid, eh bien, la sélection de créer, elle va sélectionner sur des tendances qui existaient déjà. Et ces tendances, je vous l'ai dit, existaient déjà, sauf qu'elles étaient à la marge, jusqu'à maintenant, elles vont devenir constitutives. Je reviens sur mes chimpanzés. Les chimpanzés sont d'excellents chasseurs. Mais manger de la viande, c'est comme moi qui habite dans l'Oise, si vous comptez sur le chasseur du dimanche pour nourrir la famille la semaine, ça va être dur. Hein. Le lapin, ça va être court. Donc, et là, ça veut dire quoi? C'est que les chimpanzés chassent pour des raisons qui sont liées à l'activité collective, comme du sport, on partage, c'est excitant. C'est un aspect collectif d'ailleurs extrêmement intéressant d'un point de vue de la solidarité, la redistribution autour de la proie. Donc c'est fascinant de voir comment chassent les chimpanzés. Mais ils ne chasseraient pas, ça ne change rien, parce qu'ils mangent essentiellement des fruits, des feuilles, des insectes, etc. Bien. Donc, ce n'est pas très important pour leur survie, pour leur régime alimentaire, mais c'est important socialement. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'a fait la ligne humaine, c'est que la chasse, qui était, on va dire, une activité connexe, mais importante sur le plan de la fusion, va devenir non pas un facteur collatéral, mais un facteur adaptatif. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est ces expériences que l'on a connues avec la crise de la Covid, c'est que ce qui se faisait en bricolant, mais le terme est, vous savez, on parle de bricolage de l'émotion. Attendez, c'est Lévi-Strauss qui parlait de bricolage. C'est François Jacob qui parlait de bricolage pour la génétique. C'est Pascal Pic qui parle de bricolage pour l'évolution. Donc, le bricolage, ça veut dire, c'est comment des éléments qui existaient, on les configure différemment, et là, on passe de ce qui est une variation, certes intéressante, à l'adaptation. Et là, c'est le transfert qu'on est en train de connaître, toutes ces expériences qui, effectivement, rentrent aujourd'hui dans les bâtiments de la ville. Et là, aujourd'hui, c'est intéressant, il faut les voir sur Singapour. Hein. Singapour, bon, je ne dis pas que j'aimerais vivre là-bas, mais ils ont les métavers, ils ont ce qu'on appelle les digital twins, c'est les jumeaux numériques pour les bâtiments. Bon, c'est le BIM, c'est la même chose. Hein, les maquettes numériques. Les maquettes numériques, qui sont quoi évolutives. Et là aussi, c'est quand même... c'est ça. Donc aujourd'hui, ce n'est plus le lieu où on se détend et le lieu où on travaille. C'est que tout ceci aujourd'hui, la vie privée, le travail, les aspects de la vie dans les cités, les problématiques actuelles, notamment pour les jeunes talents, comme on dit, mais on n'a plus utilisé plus ce terme, ils sont très intéressés par la manière de travailler, sur le télétravail, sur combien d'heures ils peuvent faire, mais aussi la qualité du bâtiment, la qualité de la nourriture. Voilà, on pourrait dire que moi j'ai connu un monde où tout était vraiment très compartimenté. On allait au boulot, on avait la vie sociale et on avait la vie familiale. Ben, c'est tout ça aujourd'hui qui interfère. C'est ni bien ni mal, c'est l'évolution de nos sociétés. Et forcément, le monde du travail et les bâtiments ne peuvent pas ne pas en prendre compte. Et non pas simplement en tant que réponse, mais aussi en tant qu'incitateur de ces transformations. Parce qu'évidemment, ce qui va se passer chez vous servira pour vos autres projets. Et je pense qu'il y en a d'autres qui vont vous regarder. Céline, effectivement, on observe ces mutations-là dans la ville, on l'a vu. Ouais. Même, bon, vous l'avez dit, c'est pas la Covid qui a déclenché ça. Hein. C'était déjà le déplacement de l'intérêt des clients, des entreprises pour le centre-ville. Ouais. Alors qu'avant, il y avait un intérêt plutôt pour les quartiers d'affaires et les villes. Et donc, ils ont une appétence forte pour aller plutôt dans les centres-villes et même dans les quartiers villages. On l'a vu aussi après avec le développement des sites de coworking, qui s'est installé dans des quartiers même plus résidentiels et qui a apporté aussi le travail à côté de la vie à côté du travail. Et je dirais, alors, pour rebondir sur le baby-foot, que on a plus ressenti un besoin de design, ce qu'on appelle design
les codes du domestique ou de l'hôtellerie, très fort. Et encore plus là, suite au retour au bureau. C'est une tendance forte, oui. C'est une tendance forte et une demande de nos clients, sans qu'ils arrivent forcément à savoir pourquoi. Mais ce que vous venez de dire vient de l'expliquer. C'est ce rapprochement des vies professionnelles et vie privée, cette sphère qui devient presque commune, où on a envie de faire rentrer à l'intérieur de nos bureaux ce fameux design. Le musée et l'hôtel. On a vu comment les hôtels ont réagi très vite pour installer des lieux de coworking avec la convivialité, le confort et des services qui sont là. Donc voilà, et tout ceci maintenant s'intègre. Donc ce qui est intéressant, on voit bien, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul domaine maintenant. Les domaines s'interpénètrent et s'influencent entre eux. Et ça, c'est absolument passionnant de le constater. Maintenant, il ne faut surtout pas, et c'est une chance, pourquoi il fait si bon vivre dans les villes d'Europe? Parce que nous avons des centres-villes. J'ai vécu aux États-Unis, les centres-villes aux États-Unis, c'est le mouroir. C'est le mouroir. Bon, je ne parle pas de New York, etc. Il y a quelques exceptions. Bon, Montréal, c'est au Québec. Mais les centres-villes aux États-Unis, le week-end, c'est terrible. Comme certains quartiers de Paris, vers le 8e, 17e arrondissement, parce que ça n'a pas été intégré. Et aujourd'hui, effectivement, vous êtes à Saint-Ouen. C'est un endroit qui est... d'abord qui bénéficie d'une tradition culturelle, sociale très forte, et qui est vraiment inscrite dans la modernité. Donc on voit bien qu'effectivement, entre le très chic 8e arrondissement, 16e arrondissement, qui le week-end est quand même assez tristounet, c'est des quartiers effectivement dans lesquels, on voit bien, le bâtiment, les vôtres, peut-être aussi, moi j'ai vu ça, dans les conférences aujourd'hui sur des sujets, sur l'évolution, etc., des grandes entreprises disposent d'amphithéâtres. Elles organisent des conférences donc, ouvertes à leurs collaborateurs, mais aussi des conférences ouvertes avec l'accord de la municipalité, avec l'usage du bâtiment, avec tous les aspects logistiques que vous avez. Les immeubles de bureaux s'installent plus dans les villes et cette importance, pour nous en tout cas, propriétaires bailleurs, d'installer dans ce qu'on appelle les socles actifs, donc d'avoir des commerces et d'apporter de la vie. Donc c'est le cas à Lyon sur notre immeuble Silex 2, exact, où on a effectivement un auditorium qui est ouvert aussi à l'extérieur, voilà, des commerces en bas d'immeubles. C'est le cas aussi de Stream Building qu'on a au quartier des Batignolles, où on a un work café, une offre de commerce aussi en pied d'immeuble, pour aussi être acteur de la ville et pas rendre des quartiers un peu déserts le soir ou aux zones où il y a moins de personnes au bureau. C'est ça. On arrive presque à la fin de notre émission. Donc, Céline Pascal nous a ouvert les yeux, les chakras sur le temps long de la paléoanthropologie. Peut-être qu'il est temps... Non, j'insiste. L'évolution, ce n'est pas un long fleuve tranquille. C'est des périodes de relative stabilité, des périodes de progrès comme les 30 Glorieuses, et des périodes de changement très rapides, ce qu'on appelle les équilibres ponctués. Nous sommes dans une période de changement très rapide. Donc, nous sommes dans une période de ponctuation. Très bien. Donc, ponctuons notre propos avec peut-être le temps de replacer dans le contexte tout ce qu'on a dit sur SOPOP. On a vu que SOPOP cochait beaucoup de cases, notamment en matière de fusion-fission, en matière de connexion au réseau de transport en commun, vous le disiez tout à l'heure, qu'il intègre la dimension nature, respiration, j'allais presque dire inspiration de cet immeuble. Peut-être une toute dernière question extrêmement concrète, celle-là, sur SOPOP. Quand cet immeuble doit-il être livré et comment faire pour le visiter? Alors, donc, il est livré en mai 2022, donc très, très bientôt. Si vous voulez déjà le visiter, c'est possible en contactant les équipes de commercialisation Covivio, en allant sur le site internet. On organise des visites de chantier et on fait aussi des présentations, évidemment, qu'elles puissent Moi, je vous fais une proposition, à Pascal et à Céline, qu'on puisse organiser une visite paléo-anthropo-immobilière de SOPOP, pour que, là, nous ne sommes pas dans SOPOP, nous sommes dans un studio d'enregistrement, mais que vraiment le spécialiste de l'évolution humaine puisse voir grandeur nature avec les spécialistes de l'immobilier. Dans quelques semaines, on aura l'inauguration de ce qu'on appelle chez nous, dans notre jargon, les marketing suites, donc qui est en fait puisqu'on a parlé de musée, on a voulu faire... comme un vernissage d'un musée à plus petite échelle, pour montrer tous aussi les matériaux et tout ce qu'on va proposer dans SOPOP, qu'on pourrait le faire à cette occasion-là. Avec grand plaisir. Pascal, si vous êtes là. C'est une bonne idée. Ah ouais. Alors, on arrive presque au terme de l'émission. Il est temps maintenant de prendre les questions qui ont pu être peut-être posées en cours de route de cette émission. Alors, je ne sais pas. Alors, le coworking est-il le modèle destiné à dominer le marché tertiaire? Céline. Alors je dirais que pourquoi choisir entre coworking et bail? En fait, aujourd'hui, je vais me placer en tant qu'observatrice.
plutôt que de décider l'un ou l'autre. Covivio a la chance d'avoir les deux offres. On propose aussi bien du bail que du contrat de prestation de service avec notre offre Wellio. Et on voit qu'on a un mix, en fait. Et ça dépend des besoins de l'entreprise. Parce que le bail est plutôt utilisé par des clients qui sont installés avec une vision long terme à une localisation, alors que le contrat de prestation de service s'adresse à des entreprises, alors souvent de plus petite taille, qui vont vouloir déléguer complètement l'immobilier et toute la partie environnement de travail à un prestataire. On voit qu'il y a eu des évolutions récentes sur ce volet-là, puisque des grands groupes demandent une offre dans ce qu'on appelle le bureau opéré, qui est en fait à mi-chemin entre les deux, puisqu'il y a bien un bail, mais ils nous demandent d'être prestataires de services et donc d'être leur interlocuteur unique pour gérer tout l'environnement de travail. Vous savez pourquoi l'équipe de France de biathlon est aussi bonne ? C'est parce qu'ils ont décidé, dans les différentes spécialités, d'échanger leurs expériences et leurs compétences. Et à partir de là, alors que les disciplines ne se parlaient pas, ce qui veut dire ce que vous évoquiez, donc coworking, évidemment, on voit bien ce que ça veut dire, mais aussi la capacité de faire en sorte que se rencontrent les différentes expériences des différents acteurs et locataires de l'usage de Covivio. L'équipe de France de biathlon a autant de médailles parce qu'ils se sont ouverts dans leurs expériences et leurs compétences aux autres. C'est l'épouillage. C'est l'épouillage intelligent, mais avec l'échange d'informations et d'autres compétences, comme le musée tout à l'heure, comme le marché. Pascal, une question pour vous. Quels sont les secteurs d'activité dont on doit s'inspirer, qui sont les plus alertes sur ces sujets ? Vous citiez le luxe, par exemple, mais peut-être qu'il y en a d'autres. Alors, le luxe, évidemment, pour tout ce qui concerne les nouvelles technologies, les métavers, les NFT. Enfin, les NFT, c'est pas votre truc. Mais maintenant, la chose étant, regardez ce qui se passe dans le monde de la recherche. Nous, on fonctionne comme ça depuis très longtemps. Mais là, attention aux effets de mode. Je sais, il y a la mode, effectivement, par exemple, des méthodes agiles. OK, c'est formidable, c'est comme le coworking. Mais les méthodes agiles, ça s'applique dans certains domaines. Je vais prendre un exemple très clair, c'est celui de la pharmacologie. Si vous devez inventer de nouveaux vaccins, notamment ARN, on l'a vu comment ça marchait. Les PDG de Pfizer et autres, c'est exactement ce que je disais, ont complètement ouvert leur laboratoire les uns aux autres. Ils ont sorti plein de vaccins. Donc là, effectivement, c'est la méthode chimpanzé. Fusion, fission, échange d'informations, etc. Maintenant, si vous êtes dans les génériques, allez pas vous mettre dans les méthodes agiles. Soyez plutôt macaque, efficace, etc. Donc là, effectivement, attention aux effets de mode. Le coworking, les méthodes agiles, ce sont des stratégies de travail et d'innovation qui s'appliquent dans certains domaines bien définis. Et il y a d'autres domaines, on est sur des modes beaucoup plus classiques d'utilisation, beaucoup plus optimisés des fonctions du bâtiment. Et vous aurez les deux. Donc ce n'est pas l'un ou l'autre. Et c'est pour cette raison que je ne suis pas en train de botter en touche. C'est-à-dire que réfléchissez bien à ce que vous voulez faire. Et c'est là qu'effectivement, vous inventerez de nouvelles choses, de façon de faire. Il y a peut-être une toute dernière question, puisqu'on déborde un peu sur l'horaire. Sopop a sans doute été pensé avant la crise Covid. Qu'avez-vous modulé pour intégrer le nouveau contexte ? Ah ben oui. Bon, je vais faire un peu de redite, désolée. Mais effectivement, ce qu'on a modulé, je lui disais, c'était de neutraliser, de le penser de façon muséale avec cette coque intemporelle pour que l'immeuble soit pérenne dans le temps et que ce soit la scénarisation par le mobilier, la décoration, l'accessorisation et les animations qu'on propose qui va en fait faire suivre les besoins immédiats. Le deuxième point, c'est les capteurs. Le monitoring des espaces, de l'utilisation des espaces pour accompagner nos clients et leur permettre de faire évoluer. Puis après, la proposition immédiate d'un univers très coloré avec des expositions de design, d'œuvres d'artistes. On va travailler avec des artistes. Des conférences ? Des conférences avec Pascal. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, il est temps de conclure. Merci beaucoup Pascal Pic d'avoir pris le temps de cette discussion. C'était vraiment passionnant. Et puis, pour tous ceux qui n'auraient pas eu le loisir de suivre en direct cette conférence, je rappelle que vous pouvez bien sûr la visionner en replay sur la chaîne YouTube de Covivio. Et puis, lors des prochaines visites, en tout cas pour ceux qui se manifesteront rapidement après cette conférence, pour visiter bien sûr Sopop, évidemment, vous aurez en prime l'ouvrage de Pascal Pic, Les chimpanzés et le télétravail, et le magnifique ouvrage coloré Sopop, qui est un livre qui explique, qui décrit le projet, là aussi, qui le décrit de manière très colorée et merveilleuse. Merci beaucoup à toutes et à tous qui nous avaient suivis aujourd'hui. Un grand merci encore une fois à notre invité, Pascal Pic, pour cette plongée à la fois passée et surtout dans le futur. Merci Céline pour ces précisions sur cet immeuble Sopop. Et puis, on se retrouve bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.